Can you predict what will come in 100 years, or in 10, or in the next minute? Some people think they can. Je m'appelle Vincent Hazard, je suis auteur-réalisateur. Initialement, j'étais pendant de nombreuses années ingénieur du son en cinéma et en télévision. Je travaille aujourd'hui beaucoup en radio et aussi en télévision et un petit peu en cinéma. Je suis collaborateur régulier de l'émission Affaires sensibles sur France Inter, qui a pour vocation de traiter, comme son nom l'indique, des affaires sensibles sous un format d'1 heure, mais parfois plus long. Et moi particulièrement, j'écris des fictions qui sont en plusieurs épisodes, qui sortent à peu près sur un rythme d'une par an en ce qui me concerne, sur des sujets policiers, judiciaires ou autres. La réflexion sur les sujets se fait en concertation d'abord avec le rédacteur en chef de l'émission. Parfois, c'est moi qui peux amener des sujets quand j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui me paraît très judicieux, ou dans le cadre des dernières séries que j'ai faites, c'est le rédacteur en chef lui-même qui me propose des sujets et de voir si on a de la matière pour le traiter en série. Donc en fait, en quoi ça consiste? Mon premier travail, ça va être de regarder dans la matière réelle si on a de la matière pour en faire une fiction en tant que telle. C'est là toute la différence entre le documentaire et la fiction. La fiction obéit à des ressorts narratifs établis, comme des films de cinéma. Les fictions radio, séries radio fonctionnent selon les mêmes principes que les fictions de séries télé. Et pour cela, il faut que dans la réalité, il y ait les éléments qui permettent de raconter une histoire de cette manière-là, de sorte à tenir l'auditeur ou le spectateur en haleine. Donc la première étape, c'est vraiment de regarder comment on peut raconter ce fait réel tout en étant respectueux de la véracité des événements, évidemment, avec un maximum de respect, et c'est ça tout l'enjeu, mais tout en restant dans une narration un peu de show business, de série, avec voilà, du suspense, des personnages intrigants, etc., etc. Ma série Big Malion en fait a été la plus dure que j'ai écrite en vrai, parce que d'un point de vue juridique l'affaire est toujours, le jugement est suspensif, il n'y a pas de condamnation effective puisque le procès est en appel. Donc j'ai été de fait tenu d'être extrêmement prudent à toute forme de diffamation. Ça a été assez compliqué, vous pouvez l'imaginer, puisque du coup il fallait absolument tout sourcer, la moindre ligne de dialogue, le moindre positionnement que l'on a en tant qu'auteur devait absolument être inscrit dans une véracité, ou en tout cas dans des éléments qui sont devenus publics ou du dossier le plus fidèlement possible. Il fallait être constamment le nez dans les dates, dans les faits réels, dans les extraits, et donc en tant que scénariste, en fait, je m'équipe d'outils qui me permettent de centraliser effectivement tout en créant des chronologies de personnages, de lieux, d'événements, avec, si vous voulez, différents points de vue qui me permettent constamment de revenir, quand je suis en train d'écrire, de revenir sur les faits réels pour vérifier si ce que je dis est effectivement correct. Donc dans la temporalité, c'était assez long, assez difficile, parce que vous imaginez que quand on écrit un scénario, on aime bien pouvoir penser à une scène, à ses comédiens, sans avoir à constamment se référer à autre chose. Donc oui, de fait, c'était vraiment très compliqué. Et ça a été un processus très compliqué, même jusqu'au tournage, puisque effectivement, il y avait une telle masse d'informations que je me suis beaucoup appuyé sur le réalisateur de la fiction et les comédiens, le réalisateur Baptiste Guiton pour Radio France, et les comédiens, donc une myriade de comédiens comme Tiffaine Davio, Eddie Chignara,
Bruno Pavio, qui lisait le texte, qui apportait un regard neuf et qui me disait aussi concrètement parfois Vincent, écoute là on comprend rien, il faut simplifier ou au contraire là c'est bon, ça fait 3 fois qu'on le dit, je pense que là nous-mêmes on a compris. Donc c'est un travail vraiment d'équipe ensuite où l'écriture va être entre guillemets validée aux étapes de tournage et ça permet de proposer quelque chose qui reste à la fois accessible et en même temps vrai, enfin en tout cas on va dire fidèle aux faits qui sont en l'occurrence sur Big Malion assez compliqués. Sur une série comme ça, c'est une série qui fait 6 fois 30 minutes, donc sur une affaire qui s'est déroulée sur en fait 7 ans, le temps de l'enquête, 2014 à 2021. J'ai été à peu près sur 6 mois d'écriture et d'enquête. Je suis allé assez vite. Je suis allé assez rapidement puisque maintenant je fais ça depuis plusieurs années. J'ai développé une certaine technique qui me permet, comme je vous disais, de instantanément stocker tous les éléments qui je pense vont m'être utiles pour pouvoir y revenir et avancer assez vite sur, dans un premier temps, un plan de déroulement de chaque épisode. Et puis ensuite, sur une période de 2 mois, vraiment de rentrer dans l'écriture de chaque épisode, de chaque dialogue. Ce qui constitue un travail à peu près de 2 mois à temps plein pour la rédaction des 6 épisodes de 30 minutes, une fois que vraiment tout a été détaillé dans les faits et minutieusement préparé. La réalité dépasse la fiction, ça c'est sûr. Pas seulement sur Big Malion, en fait, c'est un fait. Quand on est scénariste, on est constamment dépassé par la réalité, ou quand justement on parle de faits réels, ou quand on regarde les infos, on se dit ça. On l'aurait mis dans un scénario, personne ne l'aurait cru, on serait fait crucifier. Et en fait, ça c'est de fait une loi, malheureusement, pour nous scénaristes immuables. La réalité dépasse toujours la fiction. Sur Big Malion, je dirais, en fait, le côté émotionnel est moindre, dans le sens où c'est un type d'infraction, justement, qui est moins intime, moins violent qu'un meurtre, comme on peut voir assez régulièrement dans des fictions. On est sur quelque chose où on est sur de l'escroquerie, on est sur de l'abus de biens social ou différents types d'infractions. Ils sont un petit peu plus loin pour un spectateur, c'est des faits qui sont parfois un peu plus distants, qui se passent aussi sur une longue durée. Et là, en fait, vraiment pour moi, ce que j'ai eu à cœur et ce que j'ai voulu montrer quand j'ai vraiment mis le nez dans cette affaire, c'était de quand même rassembler tout ça sous un petit chapeau de 3 heures de fiction pour expliquer vraiment en détail ce qui s'était passé, pour que les gens puissent se faire un peu un propre jugement sur cette affaire, parce qu'elle a été tellement diluée qu'en fait on a un petit peu perdu les tenants, les aboutissants. Là, je pense que ça permettait de faire un petit récapitulatif de biens publics pour les auditeurs. On a eu des bons chiffres d'audience sur la série. La série sur les réseaux a aussi été plutôt plébiscitée. J'en suis ravi parce que c'était effectivement pas forcément évident, mais par expérience, de par d'autres séries que j'avais fait sur des sujets assez sensibles, pas forcément tape à l'œil non plus, on se rend compte qu'en fait il y a une appétence pour le public quand on fait les choses on va dire sérieusement. Là en l'occurrence, ce qui a joué, c'est que surtout le nom Big Malion, tout le monde connaît, et les gens ne savaient plus très bien où on en était, ce qui s'était dit, ce que ça veut dire. Et en fait, c'était un excellent moyen, sous un format, encore une fois, un petit peu accessible et j'espère relativement intéressant, de résumer vraiment toute cette affaire pour que les gens sortent de là en se disant « Ah oui, c'est vrai, ça avait se remémorer vraiment toute cette affaire ». Et je pense que les gens, en fait, dans un temps d'immédiateté, dans un temps d'infos en continu, ou de temps en temps on a des petits flashs comme ça qui reviennent, ils ont besoin d'un temps long, ils ont besoin d'avoir des choses sur 3 heures où, alors évidemment, c'est pas une conférence, c'est des comédiens justement qui vont rejouer ces scènes-là avec des enjeux, on va progresser dans l'enquête. Comme on se souvient pas tout, effectivement, on se retrouve peut-être pris au jeu, mais en tout cas, il y a une vraie envie justement un peu de réflexion, de prendre un peu de distance. C'est ça aussi que l'émission Affaires sensibles permet de faire, c'est une réflexion sur un passé proche qui permet à la fois d'avoir un petit peu de recul, mais ça reste assez frais pour que les gens soient intéressés.
Quand j'écris des personnages tirés de faits réels, en fait, il faut déjà voir pour la fiction, dans sa globalité, si on va effectivement donner les vrais noms ou si on va changer les noms. Évidemment, sur une affaire comme Big Malion, c'est inconcevable de ne pas mettre les vrais noms de certaines personnalités, que ce soit certains juges, certains hommes politiques. On est obligé, sinon ça n'a pas de sens. Ensuite, pour tout ce qui est effectivement le côté, je dirais, plus anonyme des gens du côté de l'enquête de police, notamment, les personnages sont en tout cas inspirés de faits réels, mais ne sont pas nécessairement les vraies personnes. De fait, parce qu'elles-mêmes n'ont pas vocation à être publiques, et pour leur métier, c'est souvent recommandé de ne pas apparaître publiquement, en tout cas nommément. Donc souvent c'est un choix et une demande de leur part avec laquelle j'ai absolument aucun problème. Et puis ensuite, ils doivent aussi m'aider justement à structurer cette histoire parce que le cheminement, là en l'occurrence, je pense, c'est vrai qu'on prend souvent le point de vue de l'enquêteur, ça nous permet de prendre quelques libertés avec la réalité de ce qui s'est passé pour eux dans le quotidien. Tant qu'on respecte les faits et la chronologie, mais en tout cas notamment le rapport entre les personnes, entre la hiérarchie, entre les collègues. Là, notamment sur donc, la série 22 millions qui raconte Big Malion, c'est inspiré de vrais personnages. C'est un service de police, l'Oclif, qui est situé donc à Nanterre et qui fait un travail exceptionnel. J'ai pu rencontrer un certain nombre d'agents qui m'ont expliqué et montré comment ils travaillaient. Ça m'a permis derrière de m'inspirer assez librement de leur travail et des personnages en tout cas. Mais en tout cas, même à travers ça, il y a aussi une volonté de décrire un quotidien de ces policiers. L'idée, c'est vraiment de montrer le temps long, pourquoi la justice prend autant de temps, quels sont les tenants, les aboutissants, les moyens qu'on leur donne ou pas. Les moyens que l'on donne à la police, les moyens que l'on donne à la justice, comment les choses fonctionnent entre effectivement des entités qu'on ne connaît pas forcément dans le grand public, donc la police, le parquet, les juges d'instruction, de montrer finalement, en tout cas pour ce qui est de 22 millions Big Malion, le fait que sur cette affaire, en tout cas la justice a plutôt bien fait son travail avec des moyens qui étaient les siens. Et que en tout cas, voilà, il n'y a pas eu on va dire globalement, il n'y a pas eu de problème. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de montrer parfois des histoires où le système n'est pas dysfonctionnel. En ce qui me concerne, j'ai pas eu de problème pour travailler sur cette affaire. Les gens m'ont parlé librement ou ont refusé de me parler, mais en tout cas la parole était vraiment libérée. Évidemment, j'ai reçu aucune menace, il n'y a eu aucune pression, en tout cas à France Inter sur Affaires sensibles pour diffuser l'émission ou quoi. Là-dessus, on peut être rassuré effectivement sur le fait que la justice non plus, a priori, n'a pas été entravée. Il y a toujours cette peur face effectivement à des gens puissants, une forme d'autocensure en fait, qui peut inhiber certains. Mais globalement, c'est vrai que le système, chacun a joué son rôle dans la démocratie, chacun a utilisé les armes légales qu'il avait à sa disposition pour argumenter. Cette affaire, pour moi, est assez exemplaire là-dessus, et le fait qu'à ma connaissance, en tout cas, je peux pas affirmer ça de manière totalement péremptoire, mais qu'en tout cas, j'ai pas vu de dysfonctionnement, en tout cas dans ce que j'ai pu voir moi. Alors en fait, moi, quand j'ai démarré, j'étais principalement monteur son, c'est-à-dire je travaillais à assembler des sons sur des longs métrages d'autres vidéastes et cinéastes. Et en parallèle, j'ai commencé à faire mes propres courts-métrages qui ont rencontré un certain succès. Et puis, avec le temps, travaillant moi-même le son, on m'a suggéré d'écouter les fictions radio qui revenaient en force, qui étaient un petit peu à la mode. Et puis, avec l'avènement du podcast, du replay, ça devenait plus facile pour moi, qui avait des horaires compliqués, d'écouter ces programmes. Et effectivement,
J'ai trouvé que c'était un format passionnant. J'ai proposé mes services à l'époque, il y a une dizaine d'années, à France Inter auprès du responsable des fictions qui s'appelait Patrick Légibel, qui m'a fait rentrer très gentiment tout d'abord sur des formats de courts-métrages audio qu'on écrivait pour une émission qui s'appelait Nuit Noire. Et puis ensuite, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à écrire pour des programmes de France Culture et des programmes de France Inter, du type de ceux de Stéphanie Duncan, Autant n'emporte l'histoire, qui sont des émissions aussi historiques. Et puis là, ces dernières années, c'est vrai que le format me convient assez bien. Je suis auteur assez régulier pour donc Affaires sensibles sur des séries ou ces autres émissions. Et puis, de fil en aiguille, par ailleurs, j'ai continué à écrire et à réaliser. Je travaille sur des projets de séries en télévision notamment, et projets de long métrage en développement. C'est un métier où, on va dire, depuis que j'ai terminé mes études, je baigne dans cet univers de toute façon. C'est un univers où beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément une visibilité énorme sur nos travaux et sur notre futur professionnel. Mais c'est assez enthousiasmant parce que du coup, ça change aussi assez régulièrement. On est amené à rencontrer des gens, surtout quand moi je fais beaucoup de recherches personnelles, je vais à la rencontre des gens, donc sur des sujets aussi bien policiers ou judiciaires que pour de la comédie, que pour des films sur le handicap, que pour voilà. Et c'est quelque chose que je trouve passionnant parce qu'on passe du temps à la fois hors de chez soi pour travailler un petit peu comme un journaliste finalement, et puis ensuite on a tout ce temps de réflexion derrière son bureau où là on doit faire vivre des personnages, et là c'est encore une autre partie. J'ai la chance de travailler avec des émissions et des producteurs avec qui ça se passe très bien, ce qui est très précieux dans le monde du travail, quel que soit son métier. C'est vrai que donc par rapport à ça, je me considère très chanceux puisque j'arrive à vivre de cela, et tout en faisant ce que j'aime avec des gens que j'aime aussi. Disons qu'à titre personnel, je ne veux pas dire que j'aime l'ombre en particulier, mais j'aime pas trop être dans la lumière non plus. Je pense que je suis très fidèle à l'adage pour vivre heureux, vivons cachés, et je pense que je suis très heureux comme ça, de pouvoir intervenir comme ça avec vous, partager parfois un peu de savoir-faire ou d'expérience. Par contre, me retrouver dans la rue et connaissant le milieu, déjà connaissant la vie de comédiens connus, de stars, je sais que ça c'est pas pour moi. Donc je suis très content comme je suis. J'ai une tendresse vraiment particulière pour la radio, pour l'audio, parce qu'effectivement, même si j'écris pour l'image aussi, l'audio a une force que n'a pas la télévision ou le cinéma, c'est que quand on enlève le sens de la vue, le cerveau recrée des images. Et l'imagination des auditeurs, elle sera toujours plus forte que n'importe quelle image que pourra créer un réalisateur. Et si on arrive à écrire des scénarios qui provoquent ces images chez les auditeurs, en général, l'impact émotionnel est plus fort. Ce qui est gratifiant en fait quand on est auteur, c'est vraiment de pouvoir se dire qu'on laisse un impact chez les gens. Il y a un projet, je dirais, qui a commencé aussi à faire un petit peu de bruit médiatique l'année dernière, était la précédente série sur Affaires sensibles, une série qui s'appelle Panda, la voix du djihad, qui racontait le parcours de djihadistes français, les frères Klein, et leur traque par les services de renseignement sur une période de 12 ans aussi. Donc sur un peu un même principe, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'affect, on n'est pas dans la reconstitution d'actes terroristes, on est vraiment sur une dérive de jeunes gens qui a priori avaient tout pour être sympathiques et des gens lambda. Comment ils en sont arrivés à revendiquer les attentats du Bataclan et à cautionner les massacres depuis la Syrie. Et de l'autre côté, les services de renseignement qui font un travail difficile, compliqué, où on suit un agent qui est au départ sur Toulouse et puis qui va être amené à bouger sur Paris au moment de l'avènement de l'État islamique. On raconte un petit peu en parallèle aussi l'histoire des services de renseignement intérieurs
et leur difficulté justement à lutter contre, enfin la difficulté de la société française en général à lutter contre le phénomène du djihadisme. Ce projet-là me tient à cœur parce que en fait, ça me touche parce qu'il a eu beaucoup de succès en fait. C'était pas un projet évident puisque c'est un projet qui est sorti juste après le confinement. On parlait plus du tout de ces choses-là. On se disait que peut-être les gens n'auraient pas vraiment envie de se replonger là-dedans. Mais l'idée aussi, c'était pas de leur remettre le nez dans les attentats, de jouer sur l'affect, de jouer là-dessus. On est vraiment en sous-main sur l'évolution et sur l'explication. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, en fait, on est sur un temps de l'analyse, un temps où à la fois on est sur un format accessible, une fiction traitée comme une série Netflix, mais en même temps, on essaye d'apporter un petit plus qui va un petit peu rendre les gens sensibilisés à des problématiques ou en tout cas les informer. Alors les prochains projets, j'en ai plusieurs. J'ai une bande dessinée pour Dupuis qui sortira d'ici un an, qui raconte, alors c'est une bande dessinée historique sur la chanson Strange Fruit et Billie Holiday. J'ai aussi un projet de film sur la bataille de Bir Hakeim, traité en fiction, donc c'est une bataille qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment la première victoire de la France libre, la première victoire, on va dire, significative des Français contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un projet ambitieux qui, je pense, va s'étaler sur plusieurs années. Et puis une série à venir pour, j'espère, normalement, fin d'année, début d'année prochaine, encore pour Affaires sensibles, sur une thématique que je ne peux pas encore révéler, mais qui, je pense, devrait vous plaire.